prohibé. Chapitre 37. Papa. Bastian. Nous arrivons en vue de la villa. Elle n'a pas changé, et avec son jardin fleuri, elle est comme une bulle d'oxygène dans cet amas de ruines qui est devenu Le Havre, hérissé de baraquements provisoires. Papa et les bêchers doivent être sur la pergola, aimait Adeline. C'est en effet le cas lorsque nous approchons. Amélie a un enfant ? Dis-je en voyant un petit garçon d'environ 2 ans accroché à la robe de la jeune femme. Mouti, Mouti, s'écrie le garçonnet tout joyeux en lâchant l'ami d'Adeline pour se précipiter vers nous sur ses petites jambes. Non, pas Amélie, me répond Adeline en attrapant l'enfant au vol. Je considère surpris le petit garçon blond, accroché au cou d'Adeline, qui lui aussi me regarde un doigt dans la bouche, avec curiosité et un peu de timidité avec ses grands yeux bleus. Timide, il ne le reste pas longtemps, et tend le doigt qui vient de quitter sa bouche vers moi. « Papa » s'exclame-t-il de sa petite voix, comme s'il me reconnaissait. « Ja, mein Schatz, das ist dein Papa. » Je regarde alternativement Adeline et l'enfant. Mon cœur s'emballe une fois de plus. Cet enfant si blond, aux yeux d'un bleu incroyable, qui appelle Adeline Mouti, auquel elle parle ma langue. L'amour de ma vie a remarqué mon regard interrogateur. « Bastian, je te présente notre fils, Thomas. » « Notre fils ?» balbutiai-je comme pour me persuader moi-même de ce que j'ai compris depuis quelques instants. « Thomas ?» « Oui, Thomas, Robert, Franz, Bertrand, né le 15 avril 1945, précise-t-elle avec un sourire. « Il est né le jour de mon anniversaire, constatai-je. »« Ah oui, mon amour, c'est lui qui a choisi de pointer le bout de son petit nez à cette date avec 3 bonnes semaines d'avance. Ainsi, je ne risquais pas d'oublier ta date d'anniversaire. Je n'arrive pas à réaliser. Puis les larmes montent tant l'émotion est forte. Et je tends les bras vers mon fils qui se laisse prendre et niche sa tête dans mon cou. Thomas, mon fils, Thomas. Robert comme ton père et Franz comme le mien. C'est mon père qui est allé le déclarer et il a voulu ajouter les prénoms de ses 2 grands-pères, d'autant qu'il ne pouvait pas porter ton nom puisque tu n'étais pas là. Tout de même, un prénom allemand, ça n'a pas paru louche à l'officier d'état civil. Si, il a tiqué, mais mon père a prétendu que mon musicien préféré est Franz Liszt, qui est en outre hongrois. Il s'est contenté de cette explication. Le docteur Bertrand est vraiment incroyable, me dis-je tout en berçant Thomas contre moi. Adeline vient se blottir à son tour, et je l'enlace avec mon autre bras. Les autres habitants de la villa nous regardent, attendris. « Et tu lui parles allemand ?» ajoutai-je encore sous le coup de l'émotion. J'ai commencé alors qu'il était encore dans mon ventre, et j'ai continué. Dans la journée, je lui parle français, et chaque soir en allemand. L'histoire que je lui raconte pour l'endormir est toujours en allemand. Je voulais qu'il parle nos 2 langues. Comme ça, peu importe où nous vivrons, il sera bilingue. J'aurais tant voulu être là pendant ta grossesse et quand Thomas est né. Je m'imaginais que tu étais avec moi, et tu l'étais tout le temps, même lorsque j'ai accouché. Je t'ai imaginé, je sentais tes baisers, tes caresses, j'entendais ta voix. Ça m'apaisait entre chaque contraction. Thomas est né à la maternité où tu travailles? Non, il est né ici, dans le lit où il avait été conçu. C'est papa qui m'a accouché avec l'aide de Josette. La dite Josette est allée chercher une bouteille de cidre et nous en sert un verre à tous, accompagné d'une part de gâteau. De nouveau, je suis assaillie de questions, comme lorsque j'ai retrouvé ma famille en Allemagne. Et de nouveau, je raconte les dernières batailles, Heilbronn, Mulsanne et puis le camp du Larzac. Quand je pense qu'à Mulsanne, tu n'étais qu'à 200 kilomètres d'ici,
observe Adeline. Thomas s'est assis sur mes genoux et ne semble pas décidé à en descendre, pendant que sa maman garde ses doigts entrelacés avec les miens. C'est tous les trois ensemble que nous allons ensuite nous promener dans le parc. Quand t'es-tu aperçu que tu étais enceinte, demandai-je. Après les bombardements. Toute la semaine où nous étions dans l'abri souterrain de l'hôpital, j'avais parfois une sensation de malaise, des nausées, mais je pensais que c'était lié à l'épuisement, à l'odeur du sang, de la mort. Nous étions en permanence dans l'abri, ne prenant quelques heures de repos que lorsqu'il y avait une accalmie. Mais quand tout s'est terminé, après une bonne nuit ou deux à dormir dans un lit, j'avais toujours cette sensation de malaise, ces nausées le matin, et là, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je n'avais pas saigné depuis le 29 juillet. Tu veux dire que nous l'avons conçu juste avant mon départ? Oui, mon amour, répond-elle en souriant, car tu ne peux pas dire que nous avons été très prudents lors de nos dernières nuits ensemble. C'est vrai, rétorquai-je avec un sourire. Nous avions besoin de faire une provision de câlins. Affirmatif, capitaine, et tu m'as laissé le plus beau souvenir qui soit. Tu pensais ne m'avoir laissé qu'une alliance, une lettre et tes photos. Tu as fait bien plus. Ce bébé qui grandissait en moi, c'était une partie de toi, et personne ne pouvait me l'enlever. Tu n'as jamais douté? Parce que devenir mère célibataire d'un enfant de Bosch, je laisse ma phrase en suspens, tant ces mots m'arrachent le cœur. C'est pourtant ce que certains Français disent de ces enfants nés d'une mère française et d'un père allemand. Ceci dit, les enfants nés de mère allemande et d'un prisonnier français, ou d'un travailleur volontaire ou non, ne sont pas mieux considérés. Non, jamais. Peu m'importait ce que les autres pouvaient dire. Toutefois, mon père m'a incité à la prudence. J'ai donc raconté à ceux qui me posaient la question que le père était un résistant parti combattre jusqu'en Allemagne, mais je ne pouvais révéler son nom car il était déjà marié. Tu restais quand même une mère célibataire, insistai-je. Je suis loin d'avoir été la seule. On m'a regardé de travers, mais moins que ces pauvres femmes qui ont été malmenées lors de leur foutue épuration pour collaboration horizontale. Et puis, je n'ai pas vraiment menti. Bien qu'allemand, tu étais un résistant contre le nazisme, tu as bien combattu en Allemagne, et nous nous étions unis officieusement avant ton départ. En témoigne cette alliance, insiste-t-elle en tapotant du doigt sur l'anneau qu'elle porte à sa main gauche avec sa bague de fiançailles. J'éclate de rire. Elle est vraiment incroyable. Mon Adeline, ma femme, officieusement, comme elle le dit d'un air si angélique qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Nous revenons vers la villa. Thomas, qui s'était endormi dans mes bras, vient de se réveiller. Il est adorable quand il se frotte les yeux de ses petits poings. Amélie, peux-tu nous garder Thomas un petit moment, s'il te plaît? Bastian et moi avons à parler. Pas de problème, répond-elle, en tendant les bras au petit garçon. Viens là, mon poussin. Tata Amélie va s'occuper de toi. Mais avant d'emmener notre fils, elle nous toise, moqueuse. Tu es sûre que vous n'allez que parler, tous les deux? Lance-t-elle à Adeline. Mon œil. Faites attention tout de même. Ne faites pas le deuxième tout de suite. Mon Adeline hausse les épaules et m'entraîne dans l'escalier. Amélie n'a pas tort. Nous n'allons certainement pas uniquement parler. C'est presque en courant que nous allons jusqu'à la chambre d'Adeline, où nous nous enfermons à double tour. Nous nous jetons l'un sur l'autre. Adeline me délaisse de ma veste légère, commence à déboutonner ma chemise, pendant que mes mains s'égarent sur sa chute de rein. Presque 3 ans que nous rêvons l'un de l'autre, éloignés par des centaines de kilomètres. Je retrouve le goût des lèvres, de la peau d'Adeline. Mais avant d'aller trop loin, je m'interromps. Amélie a raison. Tu es sûre que tu ne risques pas de te retrouver enceinte? Attends, me répond-elle, un peu ironique. Il faut que je me rappelle la date de mes dernières règles. Je ne les note plus depuis ton départ. C'était inutile jusqu'à aujourd'hui. Vraiment? Tu n'avais plus besoin? Tu n'as pas été tentée?
Avec un GI, par exemple, demandai-je du même ton narquois. Elle me regarde, choquée. Elle déglutit avec difficulté, les yeux un peu trop brillants soudain, comme si elle allait pleurer. Tu me crois vraiment capable de ça, hoquette-t-elle. C'est toi que j'aime. Jamais un autre homme ne pourra prendre ta place. Qu'il soit américain, papou ou javanais. Tu m'entends? Jamais? Pardon, mon amour, déclarai-je soudain contrit. À aucun moment je n'ai douté de toi. Je t'aime comme un fou. Je la serre à l'étouffer, lui murmure des mots d'amour en français, en allemand. Petit à petit, je la sens se détendre. Moi aussi, je t'aime comme une folle. Si je ne t'aimais pas autant, j'aurais pu être tentée. Ce ne sont pas les occasions qui manquaient, tu sais, avec les ricains. Je sens un pincement au cœur. Là, ma chérie cherche à se venger de ma réflexion précédente. J'ai tendu le bâton pour me faire battre. Il y en a d'ailleurs un qui m'a fait des avances au bal du 14 juillet 1945. Amélie avait insisté pour que nous y allions. J'ai accepté parce qu'il y avait aussi Anna et son mari, Pierre. Je n'étais pas très enthousiaste. Je ne voulais pas laisser Thomas. Finalement, l'ambiance était plutôt bon enfant. J'ai beaucoup dansé sur du swing avec deux jeunes GIs qui cherchaient uniquement une partenaire pour danser leur danse préférée. Ils ont été servis, j'imagine. Je me rappelle des acrobaties avec Gerhardt. Oui, en effet. Mais il y a eu ensuite des musiques plus lentes. Et là, un officier, un capitaine, m'a invité pour 2 foxtrots. Un très bon danseur, lui aussi. Mais crois-moi, à la seconde danse, j'avais hâte que ça se termine. Parce qu'il te serrait d'un peu trop près, hasardai-je avec une pointe de jalousie qui me tord les tripes. Exactement. Heureusement, il y a eu ensuite quelques swings que j'ai de nouveau dansés avec mes 2 GIs, mais il est revenu à la charge pour un tango. Je n'ai pas osé refuser. De toute façon, il y avait plein de monde autour de nous, et j'avais Pierre et Anna en ligne de mire. J'attends la suite avec angoisse. Pourtant, je sais qu'il ne s'est rien passé. À la fin de la danse, il m'a dit qu'il voulait me revoir. Et alors? Je lui ai déclaré que c'était impossible, que j'étais mariée, maman d'un petit garçon, et que mon mari était en Allemagne. Je lui ai dit qu'il me reverrait sans doute, mais uniquement en me croisant dans la rue, ou si une de ses petites amies avait besoin d'une sage-femme. D'un seul coup, le poids que je sentais sur ma poitrine s'est envolé. Elle l'a envoyé sur les roses purement et simplement. « Et tu l'as croisé après ?» me risquai-je à demander. 2 ou 3 fois dans la rue, alors que je promenais Thomas dans son landau. De ma part, il n'a jamais eu qu'un salut poli de la tête. Je ne sais pas pourquoi j'attire autant les capitaines, quelle que soit leur armée, mais celui que je préfère est un certain capitaine allemand. Content, monsieur le jaloux? Très, admets-je en l'attirant à moi. Ouf, soupire-t-elle. Tu as enfin compris qu'il n'y a que toi qui compte, depuis que tu as envahi ma maison avec tes camarades soldats et mon cœur, avec tes yeux d'un bleu improbable, ton sourire en coin, ton humour quand je te titillais. Je la saisis par la taille, et je dénoue le nœud qui seul semble maintenir fermée sa robe, qui fait obstacle à mon désir. D'ailleurs, elle ne me résiste pas, et Adeline non plus. Mes lèvres effleurent son cou, ses épaules. Je t'aime, Schatz. J'ai tellement envie de toi. Moi aussi, Bastien. Et rassure-toi, ma période d'ovulation est passée. Pas besoin de nous réfréner pendant les 2 semaines qui viennent. Et ensuite, il nous reste la solution du préservatif. Pour appuyer ce qu'elle vient juste de me dire, elle fait glisser ma chemise sur mes épaules et s'attaque à mon pantalon. Nos vêtements volent dans la pièce. Nos 2 corps se mêlent, insatiables. Nos bouches scellées, nous nous enivrons de baisers et de caresses à n'en plus finir. Nous redécouvrons nos corps, enfiévrés. Rien ne nous arrête plus. Nous avons tant de temps à rattraper, même si nous savons l'un et l'autre que c'est impossible. Mais notre avenir est devant nous. Il est déjà 18 heures passées.
lorsque nous daignons arrêter nos ébats. Combien de temps peux-tu rester, mon amour? S'enquiert Adeline anxieuse. Au moins jusqu'à ton anniversaire, Schatz, et beaucoup plus, si tu veux encore m'épouser. Je suis revenue pour ça, la taquinai-je. Tu es sérieux? Ses yeux émeraudes semblent chercher une confirmation dans mon regard, d'abord dubitatif, puis de plus en plus brillant de joie et de certitude sur mes intentions. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie, Lina. Alors? Alors oui, je veux t'épouser. Et surtout, je ne veux plus te quitter, plus jamais. Moi non plus, je ne veux plus la quitter. Et pour preuve, je sors de mon portefeuille 2 documents officiels, dûment estampillés par le service d'état civil de Duderstadt. Que mon père soit le maire a grandement facilité les choses. Estomaquée, Adeline prend connaissance de mon certificat de naissance et du Ehefähigkeitszeugnis, c'est-à-dire mon certificat de capacité matrimoniale. Si je comprends bien, tu veux que nous nous marions ici en France, au Havre? Si tu le souhaites, oui. Évidemment que je le souhaite, et le plus rapidement possible. Le minimum pour les bans en France est de 10 jours, mais notre cas est particulier. Toutefois, les autorités françaises semblent enclines à faciliter le mariage mixte avec des Allemands, notamment pour garder une main-d'œuvre qui leur est devenue précieuse, encore plus s'il s'agit de scientifiques spécialisés dans certains domaines comme le mien, même si les dits scientifiques sont des nazis qui ont travaillé à réaliser les projets fous d'Hitler. Je préfère taire ce genre d'informations. Je ne suis pas dans ce cas de figure. Nous convenons de nous rendre dès le lendemain à la mairie du Havre, mais auparavant, je dois aller récupérer ma valise à la consigne de la gare. Adeline m'accompagne, fermement décidée à ne pas me lâcher d'une semelle, ce qui me convient parfaitement. Tu travailles toujours à la maternité? Manquai-je pendant le trajet? Non, depuis que Thomas est né, j'exerce en libéral, ce qui me permet d'être plus souvent avec lui. J'ai ainsi pu l'allaiter pendant 6 bons mois. Je l'emmenais partout. Après tout, c'était un bon exemple pour les futures mamans de me voir l'allaiter. Décidément, ma future femme est extraordinaire. Elle est assurément une maman exemplaire. Ce que j'aime surtout chez elle, c'est son empathie envers les autres, cette volonté de les aider, et cette capacité à voir le bon côté des choses. Pour autant, elle est très consciente des dangers qui peuvent nous menacer. Je l'imagine en maman louve avec notre fils. Mes pensées vagabondent ainsi un long moment sur elle. Je me remémore ces moments passés ensemble à la villa avec mes camarades. As-tu eu des nouvelles de Gerhardt? Pas récemment, mais je sais qu'il était parti avec les FFI et a combattu à leur côté jusqu'à la fin de la guerre. Il est retourné chez lui en Bavière. Et toi, avec Eric, Johann et Heinrich? Heinrich est mort au combat pendant la bataille de Lorraine. Eric, qui était avec moi dans le Larzac, a été libéré fin juin. Il est revenu chez lui à Freiburg. Quant à Johann, après Mulsanne, il a choisi de devenir travailleur civil libre. Il travaille dans l'usine Renault du Mans. Il avait travaillé comme apprenti pendant quelques mois chez Müller-Weingarten, une société de construction mécanique avant la guerre. Ça a dû aider à son recrutement. Il vient d'avoir un congé d'1 mois. Il est retourné chez lui à Erfurt, mais la Thuringe est en zone soviétique et sa famille lui a conseillé de rester en France, où il aurait certainement de meilleures conditions de vie. Lors du dîner, je retrouve l'ambiance détendue que nous avions connue lors de certaines fêtes en 1943 et au début de 1944. Mais les discussions tournent bien vite vers l'avenir, en l'occurrence le mien, intimement mêlé à celui d'Adeline. Qu'envisagez-vous maintenant que la guerre est terminée et que vous êtes libre, Bastian? Me demande le docteur Bertrand. Je devine son inquiétude. Il connaît nos projets de mariage, et même s'il y consent, il doit s'inquiéter d'une séparation avec sa fille unique. Eh bien, je vais reprendre mes travaux de recherche en physique appliquée. J'ai posé ma candidature le mois dernier dans le laboratoire de recherche d'une grande entreprise, et je commence en octobre.
Comment se fait-il que vous ne repreniez pas un poste à l'université de Göttingen? Disons que j'ai eu une meilleure offre en France. Mon futur beau-père me fixe, les sourcils relevés, et Adeline a sursauté sur sa chaise. En France? S'exclame-t-elle, excitée comme une puce. Oui, en France. Je suis désolée, Schatz, mais si nous nous marions, tu devras me suivre en région parisienne. Merde alors, lance-t-elle avec une grimace qui fait rire toute la tablée. Adeline, gronde son père, ce n'est pas comme ça que je t'ai élevée. Heureusement que Thomas s'est couché. Ma fiancée ne tient absolument pas compte de la remontrance et insiste avec la réputation des Parisiens. Néanmoins, elle est ravie et entrelace ses doigts avec les miens sous la table en me gratifiant d'un de ces regards provoquants dont elle a le secret et qu'elle ne réserve qu'à moi. Quant à mon beau-père, la nouvelle de mon emploi en France lui a rendu le sourire. Sa fille unique et son petit-fils ne partiront pas en Allemagne, du moins pas à longueur d'année.